Alors bonjour tout le monde, mon nom est Benoît Germain, bienvenue encore dans cette longue vidéo où est-ce qu'on va passer en revue les détails du nouveau règlement d'aviation canadien qui va traiter des drones, qui va être en vigueur à partir du 1er juin. Donc tel que promis, on va vous faire une vidéo en fait cas par cas, on va analyser article par article et puis on va essayer de regarder ensemble quelles sont les conséquences en fait pour les exploitants de drones au Canada. Mais tout d'abord, en fait, je voulais revenir sur qui est Exodrone. En fait, certaines personnes ne nous connaissent pas encore. Donc, Exodrone est né dans une école d'aviation qui s'appelle ALM par avion en 2013. Cette école-là, en fait, on faisait de la formation depuis 1992 pour les pilotes d'avions habités. Et donc, Exodrone était une division et on a décidé de faire en 2013 la même chose qu'on faisait, en fait, le même processus qu'on faisait dans la formation en général pour les pilotes d'avion. On a décidé de le faire pour les drones. Donc, à l'origine, en fait, on était un petit peu hors du commun parce que la tendance était plus à voler de façon assistée. Donc, nous, on a décidé de faire de la formation et de montrer aux pilotes les mêmes notions qu'on montre du côté de l'aviation civile en matière d'aviation et du côté de drone. On a décidé, en fait, d'aller beaucoup plus loin que les autres écoles pour l'instant par rapport au pilotage. Donc, tous les pilotes qui sont formés chez Exodrone savent piloter en mode manuel, donc sans assistance électronique. Et selon nous, c'est un des critères de sécurité que Transport Canada devrait considérer. Alors, aujourd'hui, la vidéo va passer, en fait, on va passer quelques minutes, peut-être quelques heures. C'est sûr que ça sera peut-être pas une vidéo qui est très plaisante à écouter, mais on va prendre point par point. On va regarder, en fait, ensemble quelles sont les incidences des nouvelles règles, puis on va leur faire article par article. Donc, je répète que ces nouvelles règles-là vont rentrer en vigueur seulement le 1er juin. Donc, d'ici là, vous devez quand même respecter, si vous faites des vols pour les fins de loisirs, vous devez respecter l'arrêté d'urgence numéro 9, qui dit principalement des distances, des altitudes à respecter pour les fins de loisirs. Et si vous voulez faire d'ici au 1er juin des vols pour des fins commerciales, vous devez tout de même demander un COAS à Transport Canada. Regardez la partie 9 du règlement d'aviation canadien. En fait, qu'est-ce que le règlement d'aviation canadien? C'est l'ensemble des lois et des règlements qui gèrent le ciel, finalement. Donc, toutes vos opérations dans le ciel, que ce soit des avions, des hélicoptères, peu importe, le type d'opération que vous faites, il y a certains articles, certaines sections du RAC qui s'appliquent à vous. Il y a 8 sections dans le règlement d'aviation canadien. Transport Canada en ont fait une 9e qui traite exclusivement, spécifiquement pour les drones. Donc, tous les gens qui vont voler un drone de plus de 250 grammes au Canada, que ce soit pour des fins de loisirs, des fins commerciales, des fins de recherche, vos opérations après le 1er juin vont être dorénavant prises en compte ou réglementées par le nouveau règlement d'aviation canadien. Donc, à partir du moment où vous volez un drone de plus de 250 grammes, cette vidéo-là pourrait vous intéresser aujourd'hui. Donc, une nouvelle nomenclature, en fait, qui est utilisée dans le nouveau règlement d'aviation canadien, ce que Transport Canada ont appelé un SATP, c'est un système aérien télépiloté. C'est le nouveau terme qui va être utilisé plutôt que drone, plutôt que UAV, plutôt que RPAS. On a vu plein d'acronymes au fil des temps. Donc là, ça, c'est dans le but d'uniformiser la réglementation à travers les pays. Donc, c'est l'acronyme qui est utilisé par l'OACI, donc l'Office d'aviation civile internationale. Et pendant que j'y pense, je vous invite à aller voir, en fait, ça s'appelle JARUS, J-A-R-U-S. JARUS, justement, c'est dans les mêmes mouvances là, que l'OACI. C'est qu'il y a une volonté internationale de standardiser toutes les formations, à tout le moins que de pays en pays, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, JARUS a été créé il y a quelques années et Transport Canada est membre de JARUS. Toutes les autorités réglementaires de chacun des pays membres de l'OACI sont membres de JARUS. Et la volonté de ce groupe-là, ce serait de faire de la réglementation ou des recommandations à différents pays pour uniformiser l'ensemble des opérations ou de la réglementation à travers le monde. Est-ce qu'ils vont réussir? J'en ai aucune idée. Mais par contre, les termes SATP, c'est justement, on le voit arriver, c'est des choses comme ça qui font en sorte que la réglementation à travers le monde va être standardisée. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont sorti un nouveau bill qui s'est supposé d'être entériné par le Congrès et on s'enligne, en fait, ça ressemble beaucoup à la réglementation au Canada.
La seule différence, en fait, que moi j'ai vue pour l'instant, en fait, il y a quelques différences, mais une différence majeure, c'est qu'au Canada, les membres du MAC, donc les gens qui font de l'aéromodélisme, connaissent très bien l'expression. Ce sont des terrains au Canada qui, depuis longtemps, ont des droits acquis. Les membres du MAC au Canada vont conserver leurs droits, tandis qu'aux États-Unis, ils le perdraient, en fait, si le règlement passe tel qu'il est. Donc, ça fait un gros tollé aux États-Unis. Donc, ici, la bonne nouvelle, c'est que les membres du MAC vont conserver leurs droits. Donc, ils vont recevoir d'ici le 1er juin un avis, en fait, une exemption à partir du moment où vous êtes membre d'un club qui est exploité sur un terrain MAC, vous allez recevoir une exemption de respecter ce nouveau cadre-là. Donc, c'est une des rares exceptions. Donc, il y a plusieurs sections dans le nouveau cadre réglementaire, mais il y a 4 grandes sections. En fait, aussi, il y a une section par rapport aux opérations de base. Donc, toutes les opérations qui vont se faire hors de, j'allais dire, dans une zone aérienne non contrôlée et à plus de 30 mètres des personnes. Donc, si votre drone reste à plus de 30 mètres des personnes et que vous volez dans une zone aérienne non contrôlée, à ce moment-là, la certification de base ou le certificat de pilote de base est pour vous. À partir du moment où vous allez dans une zone aérienne qui est contrôlée et que vous voulez vous rapprocher à moins de 30 mètres d'une personne, il faut obtenir la notation, en fait, avancée de Transport Canada. Donc, ça, c'est une autre section dans le règlement d'aviation canadien. Et il y a une section pour les évaluateurs de vol. On n'en parlera pas aujourd'hui parce que c'est plus ou moins important pour vous à ce moment ici. Mais sachez qu'en fait, qu'il y a des provisions qui sont déjà prévues pour les évaluateurs de vol. Et la dernière section, c'est la section qui traite des COAS, des certificats d'opération aérienne spécialisés. Donc, c'est déjà un terme qui est connu pour les gens qui en font un commerce en date d'aujourd'hui, peut-être un peu moins pour les gens qui font ça pour des fins de loisirs, mais il y a déjà des provisions dans le règlement d'aviation canadien qui traitent des circonstances qui vont nécessiter un COAS. Donc, si vous sortez des privilèges qui vous sont octroyés par les 2 premières licences de base et avancées, à ce moment-là, les COAS sont toujours valides. Donc, les COAS vont revenir, vont être employés de la façon pour laquelle ils ont été créés au départ, c'est de gérer les exceptions. Donc, quand on sort des balises et des privilèges qui sont octroyés par Transport Canada dans votre licence de base ou avancée, si vous voulez en sortir, il faut demander toujours un COAS. Donc, bien évidemment, les propos ou les sujets qui vont être traités aujourd'hui ne remplacent pas la réglementation. Ce n'est pas un avis légal qu'on fait. C'est tout simplement, on essaie de débroussailler pour vous le règlement d'aviation canadien. C'est notre opinion, ça n'engage que nous. C'est le résultat de la lecture à maintes reprises du nouveau cadre réglementaire, en fait, ce qu'on appelle le RAC, la partie 9. Et il y a aussi d'autres documentations qui sont sorties de Transport Canada au même moment. Donc, le TP 15395 qui vise les évaluateurs en vol. Ils ont sorti le nouveau TP 15263, la version 2, qui a été amélioré. En fait, le TP 15263, c'est toutes les connaissances qui vont être obligatoires pour tout le monde à partir du mois de juin. Et donc, une nouvelle version qui est sortie de ça. Ils ont sorti les normes 922 qui traitent des drones et la conformité des drones. Ils ont sorti la norme 921 qui donne des précisions par rapport à la qualification des pilotes pour des opérations de base, pour les opérations avancées et pour les évaluateurs. Et donc, on a analysé l'ensemble de la documentation et aujourd'hui, en fait, on vous donne notre opinion là, à la lumière de notre expérience, mais ça n'engage que nous, comme je vous disais. Donc, voilà, on y va. Donc, je m'apprête à passer en revue et à analyser, en fait, la partie 9 du nouveau cadre réglementaire qui vise les drones. Donc, les gens qui veulent suivre avec moi, je vous invite à aller indiquer sur un moteur de recherche Transport Canada, drone sécurité. Et c'est un nouveau portail, en fait, qui a été fait par Transport Canada, en fait, qui vous montre la totalité des renseignements que vous avez besoin. Suivez les nouvelles règles, et tapez là-dessus, vous allez arriver sur la Gazette officielle du Canada. Et donc là, on est dans la partie 9 qui s'intitule « Système d'aéronefs télépilotés ». C'est la nouvelle partie qui va être ajoutée dans le règlement d'aviation canadien à partir du mois de juin. Donc, on va regarder item par item, en fait, article par article. Et donc, il y a certains articles qu'on va passer rapidement dessus parce qu'ils sont plus ou moins intéressants ou représentatifs, où il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon, en fait, on va passer un peu plus de temps sur les articles qui sont plus significatifs pour vous. Donc, on est à la partie 9, système d'aéronefs télépilotés.
La première partie, en fait, qui est très simple, c'est tout simplement, là, on est à l'article 900.01. C'est tout simplement des définitions. Donc, les définitions qui sont incluses dans le règlement d'aviation canadien, si les définitions, en fait, peuvent être portées à interprétation. Donc là, on s'entend tout ce qui est visibilité directe, observateur visuel, les liaisons de commandes, ainsi de suite. On donne des définitions pour s'assurer que tout le monde comprenne la même chose. Donc, 900.02, c'est les applications. Ça s'applique aux drones, oui, on le savait. Et les applications différées de certaines dispositions, c'est qu'on nous dit que, là, en fait, quasiment 99% des articles qui sont inclus dans le règlement d'aviation canadien, partie 9, vont être, en fait, s'appliqueront à partir du mois de juin, le 1er juin 2019. Donc, on tombe dans la section 2, interdiction générale. Normalement, c'est des phrases qui sont réservées plus au code criminel, mais là, ils en ont fait un article. C'est l'article 900.06 qui dit « Il est interdit d'utiliser un système d'aéronef télépiloté, un drone, d'une manière imprudente ou négligente qui constitue ou qui pourrait constituer un risque à la sécurité aérienne et aux gens au sol. » Ils en ont fait un article, je trouve ça intéressant, mais je n'ai rien à dire de plus là-dessus. Donc, on est à la sous-partie 1, petit aéronef télépiloté. Donc, la partie s'applique au drone, oui. Et on est à l'immatriculation, donc l'article 901.02. Maintenant, tous les drones de plus de 250 grammes vont être obligatoirement, ils vont vous demander en fait de les immatriculer auprès de Transport Canada. On a demandé à Transport Canada, est-ce que ça va être le marchand qui va être en charge de l'immatriculation, donc on ne pourra pas vous vendre un drone s'il n'est pas immatriculé. On nous a répondu que ça serait probablement pas le marchand pour l'instant, éventuellement oui, mais pas pour l'instant. Donc ça veut dire que vous pouvez acheter tout de même un drone sans l'immatriculer, mais sachez que vous allez être en défaut à partir du mois de juin en vertu de l'article 901.2. Ça coûte environ 5 $. Vous allez sur le portail de Transport Canada, en fait pas environ, ça coûte 5 $ de rentrer chaque drone. Et chaque drone, ils vont vous poser des questions. Pour enregistrer un drone, il faut être citoyen canadien. Il faut être soit citoyen canadien, soit résident permanent. Les compagnies, que ce soit des compagnies charte fédérale ou charte provinciale, vont être admissibles. Et les entités municipales et provinciales aussi vont être admissibles à enregistrer un drone. L'article 9.1.5, c'est tout simplement les questions qu'ils vont vous poser quand vous allez immatriculer le drone. Donc, si vous êtes un demandeur privé, ils vont vous demander votre nom, votre adresse, date de naissance et une mention indiquant que vous êtes citoyen canadien. Si vous êtes une personne morale, bref, ça, c'est des articles là, qui sont de toute façon qui sont plus ou moins importants parce que vous allez les vivre quand vous allez essayer de vous enregistrer. Mais ça dit en fait quelles sont les exigences relatives à l'immatriculation. Donc, c'est ça. Ici, en fait, au moment de l'immatriculation d'un aéronef télépiloté, le ministre délivre à son propriétaire enregistré un certificat d'immatriculation qui comprend le numéro d'immatriculation, le cas échéant, le numéro de série. Et si vous avez un drone dont le manufacturier a déclaré une conformité, soit à voler dans une classe aérienne contrôlée ou de voler au-dessus des gens, cette certification-là va être indiquée aussi sur les immatriculations. On dit en fait que l'article 9.1.06 que le ministre va garder un registre, comme le registre des armes à feu, il va y avoir une constitution d'un registre formel chez Transport Canada qui vont comprendre les noms et adresses des propriétaires, les numéros de série, s'il y en a, et les numéros d'immatriculation, et tout autre enseignement sur l'aéronef comme tel. Donc, sachez que ce que vous enregistrez chez Transport Canada, ça va être gardé dans un registre pour, si jamais il arrive des incidents, une perte ou quelque chose comme ça. L'article 901.07 dit tout simplement quand est-ce que vous devez détruire ou en fait ou faire une modification à votre immatriculation. Donc, si le drone est détruit, si le drone est désaffecté, je ne sais pas ce que ça veut dire un drone désaffecté, si l'aéronef a disparu ou si les recherches pour le retrouver sont terminées, si le drone est disparu depuis plus de 60 jours, automatiquement, il faut le faire. Et puis, si le propriétaire, en fait, a transféré la garde et la responsabilité légale, donc vous avez vendu votre drone, vous voulez le transférer, vous avez 7 jours pour le faire. Donc, une fois que ces événements-là sont arrivés, soit un drone détruit, désaffecté, un drone disparu dont les recherches sont terminées, ou si le drone a été perdu depuis 60 jours,
ou s'il a été vendu, vous avez 7 jours pour changer l'immatriculation chez Transport Canada. Même chose, en fait, si un propriétaire de drone est décédé, tout ça, il y a la clause 3, il dit certains détails où est-ce que automatiquement l'immatriculation va être considérée comme avoir été rendue caduque parce que soit la personne est décédée, soit la compagnie qui détient, qui est propriétaire du drone a fait faillite. Bref, ces documents-là ou ces événements-là vont faire en sorte que votre immatriculation va être caduque. Même chose, 901.08, c'est les changements d'adresse. En fait, vous avez 7 jours à partir du moment où vous faites un changement, soit de nom ou un changement d'adresse. Vous avez 7 jours pour en modifier la documentation chez Transport Canada. Et il va être interdit à l'article 901.09, il va être interdit de voler vos appareils si vous n'avez pas le numéro, en fait, le certificat d'immatriculation, et si votre drone n'est pas identifié comme tel avec les stickers que vous allez avoir reçus de Transport Canada. Donc, ça couvre la première partie. On va tomber dans la section 3 où est-ce que là, c'est les règles générales d'utilisation de vol. Et là, il y a quand même beaucoup, la majorité, en fait, des articles sont dans la section 3 du nouveau cadre réglementaire. Donc, on est rendu à la section 3, règlement général d'utilisation et de vol. Le premier article, 901.11 alinéa 1, on décrit en fait tout ce qui a attrait à la visibilité directe. Et donc, il est interdit à un pilote d'utiliser un aéronef télépiloté à moins que lui ou un observateur ou des observateurs ne puissent voir l'aéronef en visibilité directe pendant toute la durée du vol. Ça, c'est intéressant parce que Transport Canada nous donne un petit cadeau là-dessus parce que je ne sais pas si vous savez, on peut faire ce qu'on appelle du VFR étendu. Donc, si, exemple, vous voulez aller amener votre drone à 3 km, puis que à un moment donné, vous ne le voyez plus, bien, vous allez poster un observateur là, qui va pouvoir voir l'appareil, qui va être relié avec une radio VHF ou un téléphone cellulaire, peu importe. Il faut avoir un moyen de communication fixe et stable. Et donc, vous pouvez étendre de kilomètre en kilomètre des gens qui vont être tous reliés par radio à vous. Et c'est ce qu'ils appelle le VFR étendu, donc ou les règles de vol à vue, mais étendues. Puis ça, c'est accepté par Transport Canada. Donc, en général, vous devez avoir des observateurs ou le voir par vous-même. Donc, si votre drone, figurons que vous êtes sur dessus de montagne, vous volez un très gros drone et vous le voyez, même si le drone est à 2 km, vous avez le droit vous l'avez encore en visuel, donc vous êtes capable de faire les manœuvres pour le ramener, pour le rapatrier, c'est légal. Si vous allez derrière un buisson, puis vous faites descendre votre drone, puis vous ne l'avez plus en visuel, même si vous l'entendez encore, vous montez au-dessus des arbres, justement, en forêt, et puis vous l'entendez encore, mais vous ne le voyez plus, vous êtes, en guillemets, illégal. Donc, c'est ce que ça dit. Par contre, Transport Canada nous donne l'option d'aller voler hors de portée visuelle si on en fait une demande. On fait une demande de COAS, et puis là, à ce moment-là, ça va être des analyses de cas par cas. Périmètre de sécurité et d'urgence. En fait, ce qui vise par là, c'est vous n'avez pas le droit d'utiliser votre drone si il y a un périmètre de sécurité ou d'urgence. Donc, un accident, un feu majeur, un feu de forêt, des événements comme ça, vous n'avez pas le droit d'aller faire voler votre drone. C'est carrément interdit selon l'article 901.12 alinéa 1. Et l'alinéa 2, c'est souvent le terme, c'est-à-dire qu'au départ, ils vont vous l'interdire, puis après ça, ils vous le permettent si vous faites une demande de COS. Là, dans le cas, ils disent que si vous voulez aller voler au-dessus des feux de forêt, par exemple, vous allez voir des responsables, vous dites, écoutez, si jamais vous avez besoin de moi, sachez que j'ai un drone à disponibilité, puis que eux vous le demandent, à ce moment-là, vous avez le droit. Mais c'est comme si là, vous faites partie des services d'urgence. Donc, c'est dans ce seul cas-là que vous allez avoir besoin ou le droit de faire voler votre appareil dans ces sens-là. Article 901.13, en fait, ça dit tout simplement qu'il faut garder votre drone dans l'espace aérien canadien et vous n'avez pas le droit de traverser des frontières avec votre appareil, tout simplement. Les espaces réglementés, 901.14, sous réserve du paragraphe 901.71,
901.71, c'est toutes les procédures qu'il faut faire avant de rentrer dans une classe aérienne contrôlée. Donc, sous réserve de ça, il est interdit aux pilotes d'utiliser un drone dans un espace aérien contrôlé. C'est ce qui est normal. Vous n'avez pas non plus le droit de rentrer dans une classe aérienne, en fait, dans ce qu'on appelle une classe F. Vous allez avoir peut-être des châteaux qui vont être dans une classe F. Vous allez peut-être avoir un espace militaire, un fabricant d'explosifs qui va avoir convaincu en fait que ce soit une classe F au-dessus de sa compagnie parce que ça pourrait être très dangereux. Bref, les classes F, souvent reliées aux militaires ou des zones dangereuses, vous n'avez pas plus le droit de les voler là. Par contre, vous pouvez en faire la demande. Si vous avez l'autorisation du gestionnaire de la classe F, vous allez pouvoir aller voler dans ces environnements-là. L'article 901.15 qui dit tout simplement « Entrée involontaire dans l'espace aérien contrôlé ou restreint ». Donc, dans une situation, exemple, où vous volez, puis vous volez un drone, exemple, un drone non conforme, un DJI dans un champ, et puis vous êtes à distance raisonnable d'une classe aérienne contrôlée. Par exemple, vous êtes à Laval, nord de Laval, et là, votre drone part, mais il se dirige vers Montréal. Vous allez rentrer rapidement dans la classe C de Montréal. Donc, l'article 901.15 dit que les pilotes, en fait, de drones doivent contacter tout de suite la circulation aérienne, donc les tours de contrôle, pour les aviser. Et là, à ce moment-là, ils vont tout avoir une série de procédures qui vont vous demander c'était quoi la hauteur, le modèle, la distance, en fait, l'autonomie de vol, donc l'altitude et tout ça. Donc, mais quand même, l'article 901.15 vous demande le pilote a l'obligation de rentrer très rapidement en contact avec la tour de contrôle. L'article 901.16 dit tout simplement qu'à partir du moment où vous utilisez votre drone de façon dangereuse, vous devez arrêter tout simplement. Le pilote qui utilise un système d'aéronef télépiloté cesse immédiatement de l'utiliser dès que la sécurité aérienne ou la sécurité des personnes est compromise ou susceptible de l'être ou d'être compromise. Donc, c'est un peu la même chose que tantôt. Là, on n'a pas le droit d'utiliser notre drone pour comme une arme, donc on n'a pas plus le droit. En fait, je trouve que c'est un peu le même article que l'autre. Bref. Priorité au passage, 901.17, donc automatiquement, comme c'est logique, là, c'est tout simplement, à partir du moment où vous allez rencontrer un autre aéronef, vous devez lui laisser la priorité au passage. Donc, tous les aéronefs qui sont plus lourds que l'air, les ballons, les planeurs, les avions, les hélicoptères, dès que vous entrez en conflit ou vous voyez en fait qu'il peut y avoir un conflit, c'est à vous à vous retirer de là et c'est pas à l'aéronef de se retirer de là. Évitement d'abordage 901.18, il est interdit de piloter aux pilotes d'utiliser un aéronef télépiloté à proximité d'un autre aéronef qui créerait un risque d'abordage. Là, il y a une petite nuance à apporter parce que ceux qui font de la course, par exemple, c'est pas écrit tel quel, mais on en a parlé à Transport Canada puis ils disent que c'est une zone grise. Les gens qui font de la course ensemble, puisque c'est deux aéronefs, il y a un risque d'abordage, il y a un risque qui se touche, il y a un risque que ça tombe. Mais il semble que si c'est prévu et si les pilotes en sont conscients, ça serait correct. Mais c'est définitivement pas le cas avec un hélicoptère ou un avion standard. Là. État des membres de l'équipage, 901.19. Il est interdit à toute personne d'agir en tant que qualité membre d'équipage, donc soit le pilote, soit l'observateur, soit l'opérateur de la station au sol ou même le caméraman. C'est curieux parce que même le caméraman fait partie de l'équipage. Il est interdit à toute personne d'agir à qualité de membre d'équipage d'un système d'aéronef si vous êtes fatigué ou si vous êtes inapte à exercer correctement vos fonctions. Même chose avec l'article 2, boissons alcoolisées, on parle de 12 heures. Ça, c'est curieux parce que là, les drones s'en viennent plus sévères que les voitures. On a le droit de prendre une bière si on respecte le point 08. On est capable d'aller voler. Pas d'aller voler, mais d'aller conduire notre voiture. Et Transport Canada nous dit qu'à partir du moment où on a eu une consommation, c'est 12 heures après qu'on n'a plus le droit d'aller voler. Donc ça inclut aussi l'alcool, ça inclut les médicaments, les antidépresseurs qui vous rendent un peu étourdis. L'article 901.19 prévoit le coup. Donc, on va parler des observateurs visuels, qui est l'article 901.20, alinéa 1.
En fait, d'abord, qu'est-ce qu'un observateur? Un observateur, c'est souvent une personne qui va être appelée à venir réduire les risques d'une opération. Donc, si exemple que ce soit des risques qui sont inhérents à l'environnement, vous allez voler au centre-ville de Montréal et il y a des vents rabattants, il y a des fils électriques, il y a de la foule qui crie, peu importe, vous allez avoir un observateur à côté de vous. C'est souvent pour réduire les risques inhérents à voler dans un environnement difficile, ou vous allez avoir besoin d'avoir un observateur pour voler sur une longue portée, par exemple, au-dessus des arbres. Ben, l'observateur va se déplacer, puis vous allez être en lien avec lui. C'est ce que l'a dit l'article 901.20 alinéa 1, c'est que si un utilisateur de drone, un pilote de drone utilise les recours d'un observateur, ils se doivent d'avoir un moyen de communication fiable entre eux. Donc, ça peut être un cellulaire, ça peut être une radio à la taille, une radio VHF, pardon, deux fois je fais l'erreur. Donc, bref, il faut qu'il y ait un moyen de communication. Et l'alinéa 2, c'est tout simplement que ça dit que l'observateur doit transférer les informations le plus rapidement possible s'il détecte un conflit. Ça peut être une volée d'oiseaux, ça peut être des fils électriques, peu importe, il doit avertir le pilote assez rapidement. L'alinéa 3, ça dit tout simplement qu'il est interdit pour un observateur de suivre plus d'un drone à la fois, à moins que ça soit fait selon l'article 901.40. L'article 901.40, ça dit tout simplement que les constructeurs, il va y avoir des constructeurs qui vont se spécialiser dans les drones en flotte. Donc, à moins que le constructeur ne l'ait déclaré comme étant un drone qui peut être volé en flotte, ni le pilote ni l'observateur n'ont le droit d'en suivre plus qu'un. Et même si le manufacturier a déclaré que ces drones peuvent être volés en flotte, il faut que ça soit géré d'un seul et même poste au sol, et on est limité à 5. Si vous voulez aller plus que 5 drones en flotte, il faut aller via une demande de permis, un COAS tout simplement. Donc ça revient du cas par cas. Oui, l'article 901.20 alinéa 4, il est interdit à un observateur visuel d'exercer ses fonctions lorsqu'il utilise un véhicule, un navire ou un aéronef en mouvement. Ce que ça dit, ça, puis en fait, ils le disent plus loin pour les pilotes, ça c'est nouveau, c'est contraire à l'ancien règlement. Avant, on n'avait pas le droit d'être dans un véhicule en mouvement pendant qu'on pilotait un drone. Maintenant, et les pilotes et les observateurs vont avoir le droit, mais leur fonction, pendant qu'ils sont dans le véhicule, ils ne peuvent pas conduire le véhicule. Donc, c'est-à-dire, oui, le véhicule est en mouvement, mais ils doivent exercer leur fonction à temps plein, soit à titre de pilote ou à titre d'observateur. C'est ce que l'alinéa 4 nous mentionne. Conformité aux instructions, l'article 901.21, ça dit tout simplement que chaque membre de l'équipage, que ce soit l'observateur, que ce soit le spécialiste de mission, peu importe, ou le spécialiste de station au sol, tout l'équipage doivent écouter à la lettre, en fait, ce que le pilote dit. Dans le fond, le pilote est commandant de bord, entre guillemets, et puis donc, à ce moment-là, c'est lui qui commande, et les autres, pendant les vols, doivent agir exactement comme le demandé le pilote. Les êtres vivants, article 901.22, ben, ça dit tout simplement que vous n'avez pas le droit d'amener de chats et de souris avec votre appareil. C'est tout ce que ça dit. L'article 901.23, celui-là est intéressant. C'est les procédures. Les procédures, en fait, souvent, c'est là où est-ce que, selon nous, la formation des pilotes va manquer, c'est que les gens vont avoir tout compris par rapport à la météo, par rapport au règlement aérien et tout ça. Mais les procédures, c'est là où est-ce que ça va manquer, parce que si vous décidez de faire votre formation et aller chercher l'examen avancé, vous allez avoir des tests de compétences au sol à valider. Et il y a une partie au sol à valider, puis après ça, on vole. Donc, la partie au sol, c'est tout ça, tout ce qui est article 901.23, d'établir les procédures, donc une série logique, systématique de procédures écrites et mises en œuvre qui devront être démontrées pour chaque phase de vol et pour les situations d'urgence. Et c'est là, selon nous, où les gens vont avoir plus de difficultés au test en vol. C'est surtout à cause de ça. Parce que c'est moins connu et puis c'est pas systématique dans leur tête. Donc, ce que ça dit, en gros, vous ne pouvez pas vous acheter un drone, le brancher et décoller.
vous ne pourrez plus faire ça éventuellement à partir du 1er juin. Il va falloir que les pilotes qui ont la certification de base et les pilotes qui ont la certification avancée établissent des procédures. Donc, il est interdit aux pilotes d'utiliser un système aéronef piloté, à moins que les procédures ci-après n'aient été établies. Et là, ils vous donnent des procédures. S'ils vous les donnent, considérez que c'est pas juste des exemples, ça devient un requis réglementaire, puis ils vont l'appliquer. Donc, des procédures relatives aux conditions normales d'utilisation, y compris les procédures avant les vols, au décollage, au lancement, à l'approche et à l'atterrissage et la récupération. Donc, c'est des procédures qui vont dire qui fait quoi, à quel moment, dans quel ordre. Et plus vous allez dans le drone professionnel, plus vous allez besoin d'avoir des procédures qui sont très, très, très bien établies. Puis ça peut aller jusqu'à la rédaction d'un vrai manuel d'exploitation où là, vous avez toutes les politiques, les procédures, les formulaires, les checklists et tout ça. C'est ça qu'ils veulent voir un peu. J'ai l'impression qu'il va y avoir éventuellement des procédures qui vont être établies, que tout le monde va pouvoir se passer, qui vont satisfaire Transport Canada. Mais pour l'instant, surtout pour le monde du loisir, c'est des notions qui sont à appliquer, à apprendre, parce que ils vont les demander, en fait, selon l'article 901.23. Et donc, l'article 901.23b, des procédures relatives aux conditions d'urgence, y compris. Donc, la même chose, s'ils vous donnent des listes, ça veut dire que c'est ce qu'ils s'attendent de voir. Et donc, les défaillances du porte de contrôle. Qu'est-ce que je fais si je perds la liaison avec mon drone? Qu'est-ce que je fais si j'ai une défaillance de l'équipement? Qu'est-ce que je fais si j'ai une défaillance, par exemple, d'une liaison de commande avec de contrôle? Qu'est-ce que je fais si ça dérive? Qu'est-ce que je fais si je perds le contrôle sans qu'il dérive? Ils veulent que vous réfléchissiez à ça et vous fassiez des procédures. Et si le constructeur de votre drone en fournit des procédures, donc des étapes au décollage et tout ça, des procédures d'étapes 1, 2, 3, 4, 5, elle doit en tenir compte. Vous êtes obligé d'en tenir compte selon l'article, l'alinéa 2. Et donc, il est interdit de procéder au décollage si vous n'avez pas fait mention de ces procédures-là et si votre équipage n'est pas formé. Et cette procédure-là, on doit l'avoir à la main. Donc, ils disent qu'ils peuvent même le demander sur place. Donc, ça veut dire que concrètement, vous allez vous faire un système de checklist pré-vol, donc vérification des autorisations de vol, communication avec les tours de contrôle. Il va y avoir des vérifications pré-vol pour le drone, des checklists, vérification des connexions, et ainsi de suite, les batteries, le niveau des batteries, et ainsi de suite. Et vous pouvez même en avoir pendant les vols, vous pouvez même en avoir en fait juste après le décollage, donc validation des systèmes à basse altitude pendant exemple 10 secondes, où est-ce que là, vous montrez que toutes les validations des contrôles sont faites, mais à basse altitude. C'est écrit, c'est procédurier. Transport Canada adore ça. Donc, j'étais rendu. En fait, l'article 901.23 alinéa 4 dit exactement la même chose que l'article 901.23 alinéa 1. C'est qu'il est interdit de piloter un drone de plus de 250 grammes au Canada après le 1er juin si vous n'avez pas établi ces procédures-là. Information préalable au vol d'article 901.24. Le pilote de l'aéronef est tenu, avant le commencement du vol, de bien connaître les renseignements pertinents au vol et qui sont à sa disposition. Ce que ça veut dire, c'est que, comme toujours, Transport Canada n'est pas prescriptif, sont descriptifs. Ils vont pas vous dire comment le faire, ils vont vous dire que ça le prend. Mais normalement, ils disent, l'article 901.24, le pilote doit être en mesure de savoir où aller chercher toutes les informations, que ce soit par la météo, que ce soit des NOTAM, peu importe, que ce soit l'indice COPE pour l'indice des vents solaires. Il doit être en mesure d'avoir toutes ces informations-là avant le vol. Article 901.25, altitude maximale. Ça, c'est intéressant. Transport Canada, ils ont donné un petit cadeau. Normalement, en fait, donc, selon l'article 901.25, tous les pilotes doivent rester à une altitude supérieure, ne peuvent pas aller voler à une altitude supérieure à, la linéa A, c'est 400 pieds. Ça, on se l'attendait parce que les avions dans l'aviation civile ne peuvent pas descendre en bas de 500. Donc, les drones, ils ont mis la limite à 400. Il y a un gap entre les deux de 100. Si vous voulez aller voler au-dessus de 400, à ce moment-là, vous allez le demander avec un COAS. Et puis, la linéa B, c'est une exception, ça. Donc, ça veut dire que prenons pour acquis que vous volez, exemple, à 400 pieds, 400 pieds, 400 pieds, 400 pieds. Il y a une bâtisse ici. Vous voulez aller faire l'inspection de cette bâtisse-là.
À partir de 200 pieds mesurés horizontalement, donc 200 pieds autour de la structure, vous êtes à 400 pieds, vous ne pouvez pas aller plus haut. À partir du moment où vous rentrez à l'intérieur d'un rayon de 200 pieds mesurés horizontalement de la structure, vous pouvez monter jusqu'à 100 pieds au-dessus. Donc, si j'ai une bâtisse de 600 pieds, je peux voler à 700 pieds. Donc, ça a été fait, en fait, pour que les gens puissent faire des inspections. Donc, autour de la bâtisse qui fait partie de votre mission, à ce moment-là, vous avez le droit de monter de 100 pieds au-dessus. Et en fait, oui, tout simplement, il est permis, en fait, d'aller voler plus haut que ces normes-là, si vous le demandez via un COAS. À ce moment-là, c'est du cas par cas. Les distances horizontales. Donc, sous réserve de l'alinéa 901.691 B et C, ça, ce que ça dit, c'est que ces alinéas-là, c'est les alinéas qui mentionnent que les manufacturiers devront déclarer la conformité de leur drone, soit pour des classes aériennes contrôlées, ou soit, pour d'aller voler au-dessus des gens. Donc, ce que ça dit, c'est que les distances latérales par rapport aux gens, il est interdit aux pilotes d'aéronefs télépilotés de voler à une distance de moins de 100 pieds. Donc, vous avez un drone non conforme, vous devez respecter 100 pieds. Donc, je le disais, vous avez votre drone ici, faites un rayon de 100 pieds. Que vous soyez au sol ou que vous soyez à 400 pieds, ça donne un cylindre. Ce cylindre-là, quand vous allez le bouger, devra jamais avoir une personne en dessous. C'est ce que ça dit. À moins que vous voliez un drone dont le manufacturier a déclaré la conformité selon les classes aériennes contrôlées, vous allez pouvoir vous rapprocher à ce moment-là. Le même cylindre, au lieu d'être 100 pieds, c'est 16 pieds, c'est 5 mètres. Donc, ça va être beaucoup plus maniable. Et si le manufacturier a déclaré la conformité pour aller au-dessus des foules, à ce moment-là, il n'y a plus de distance latérale, de distance horizontale à respecter. On va revenir, en fait, là, on arrive sur l'examen des lieux. C'est très intéressant. En fait, l'examen des lieux, c'est plus connu pour les gens qui faisaient du drone de façon commerciale parce que c'était une obligation de Transport Canada. Maintenant, il la demande, en fait, d'être capable de le faire pour tous. Donc, c'est l'article 901.27. Donc, on est rendu à l'examen des lieux. L'article 901.27, c'est quoi l'examen des lieux? C'est une notion qui a été connue un peu plus par les gens qui avaient fait déjà des demandes de COAS parce que ça faisait partie des exigences d'examiner les lieux. Donc, on devait envoyer des images comme quoi on était capable de montrer via une image, exemple Google Maps, où est-ce qu'on allait se positionner, ça serait quoi l'aire de vol, une position d'atterrissage peut-être secondaire au cas où, les limitations, les routes, les distances par rapport aux bâtisses, aux obstacles, aux fils électriques, on mentionnait à ce moment-là des distances par rapport à des aéroports, les types de classes aériennes, des numéros d'urgence, si jamais il y avait des classes aériennes en fait à proximité et tout ça. Bref, il y avait une multitude d'informations qui étaient nécessaires. Là, maintenant, Transport Canada le demande même pour les opérateurs qui font des opérations de base. Donc, il est interdit de piloter d'utiliser un système d'aéronef télépiloté à moins qu'il n'ait établi, donc le pilote, avant le début de l'utilisation, l'aire de décollage, l'aire de lancement et d'atterrissage ou de récupération. Et donc là, on donne une liste, les limitations des zones de vol, le type d'espace aérien et les exigences réglementaires qui s'appliquent. Donc, si vous volez dans une classe aérienne contrôlée, normalement, vous devriez avoir une liste qui montre les numéros de téléphone des gens de la tour de contrôle et d'avoir eu l'autorisation de voler au préalable. Bref, il donne une multitude d'informations. Ce qui va arriver, c'est que vous pouvez vous faire une feuille qui comprend toutes ces questions-là et puis avant chaque vol, vous les complétez, puis ça va devenir manuel, ça va devenir facile à faire au jour le jour et puis vous allez pouvoir démontrer à Transport Canada que ces documents-là ont été faits à chaque fois. Est-ce qu'ils vont vouloir garder une trace? Il n'y a pas dans le RAC, j'ai pas vu d'informations par rapport à l'examen des lieux comme tel. Il y a des requis réglementaires pour garder de la trace, exemple, de certains documents, on va le voir tantôt, mais pas des examens des lieux. Donc, est-ce que juste de le faire comme tel sur place, c'est correct? C'est sûr que ça, l'examen des lieux,
Si vous désirez aller voler dans des zones, dans des classes aériennes contrôlées, donc vous allez être obligé de faire l'examen avancé chez Transport Canada. Et suite à la réussite de votre examen, vous allez contacter une école qui va faire l'évaluation en vol. Et la portion au sol de l'évaluateur, en fait, avec l'évaluateur, ça va comporter l'examen des lieux. Donc, ce qui va arriver, c'est que si vous réussissez votre examen avancé, le système, le portail va vous générer un numéro. Et donc là, vous avez deux numéros. Vous avez votre numéro unique à votre nom sur le portail et le numéro de réussite. Vous contactez une école qui est autorisée, en fait, à faire passer les tests, les validations de compétences. Et l'instructeur, de moment, devrait vous simuler une mission en disant, on va aller voler une caméra thermique au-dessus d'une bâtisse sur la rue Sherbrooke. Et là, à ce moment-là, vous devez préparer, justement, l'examen des lieux. Puis certaines autres procédures, mais l'examen des lieux va en faire partie. Donc ça nécessite que, même si vous réussissez l'examen chez Transport Canada, ça, il va falloir le comprendre. Donc, l'article 901.27 est assez important à revérifier. Comme je vous disais, faites-vous une fiche, et puis avant chaque vol ou avant chaque série de vols, si vous volez toujours au même endroit, vous le faites qu'une seule fois. Mais faites-vous une feuille, en fait, qui comprend toutes ces choses-là, et puis vous allez être correct. Les autres exigences avant le vol, en fait, le pilote doit s'assurer que son drone est correctement chargé ou rempli assez d'énergie en carburant pour faire le vol tel que prévu. Chaque membre de l'équipage, en fait, a reçu les instructions du pilote, donc les fonctions qu'ils doivent exercer, que ce soit un opérateur de station au sol ou un observateur. Le briefing a été fait. Et en fait, l'emplacement et les modes d'utilisation de tous les équipements de secours associés à l'utilisation du système d'aéronef télépiloté. Donc, les gens savent qu'est-ce qu'ils font, là, c'est pas plus compliqué que ça. Et ils disent au départ de déterminer une distance maximale que l'aéronef peut avoir avec vous. Donc, déjà d'avoir une idée que si je transgresse telle frontière ou telle ligne électrique ou telle clôture, déjà avoir une idée de la distance. État de service du système d'aéronef télépiloté, donc c'est l'article 901.29. Il est interdit aux pilotes de procéder au décollage ou au lancement d'un aéronef télépiloté ou de permettre le décollage ou le lancement d'un tel aéronef, à moins de s'assurer que ce qui suit. L'aéronef est en état de service. En fait, tout ce que ça veut dire, c'est que l'aéronef a été vérifié, la maintenance a été faite selon le manuel du constructeur et les mesures qui ont été dictées par le manufacturier, souvent ils vont, vous pouvez avoir, par exemple, ça se voit moins dans les drones, mais ça se fait dans l'aviation, vous avez un courriel à un moment donné qui arrive et puis du manufacturier, puis il y a des maintenances à faire obligatoires, il y en a qui sont facultatives. Et puis là, vous décidez de le faire, en fait. Selon le RAC, c'est que vous n'avez pas le choix de vous conformer. Si le manufacturier vous dit de faire telle maintenance, vous devez la faire. Et donc, c'est ça. L'équipement exigé par le présent règlement ou les instructions du constructeur est installé en état de service. Donc, bref, le drone doit être en état de navigabilité et c'est votre responsabilité en tant que pilote de la maintenir. Et si jamais vous avez un drone conforme, normalement, pour voler dans des classes aériennes contrôlées, normalement, le manufacturier devra vous fournir des procédures plus étoffées qu'elles le sont maintenant. Donc, exemple, vous avez un produit, un Mavic Pro, par exemple, ben, ils vont faire le même Mavic Pro dans une autre boîte, mais ils vont rajouter toute la documentation maintenant qui est nécessaire pour voler au Canada. Donc, des livres techniques, des procédures d'opération, donc quoi faire, dans quel ordre le faire, la séquence, et aussi un manuel de maintenance plus complet. Donc, ça s'en vient dans les drones conformes. C'est demandé, donc les gens n'auront pas le choix. Donc, l'article 901.30, ça dit tout simplement que vous devez avoir le manuel d'utilisation avec vous quand vous allez voler, s'il est fourni par le manufacturier. S'il n'est pas fourni par le manufacturier, vous n'êtes pas obligé de l'avoir.
Donc, l'article 901.31, on est tous dans la même section où est-ce qu'on parle de respecter les conformités, pas les conformités, mais les exigences du manufacturier. Donc, il est interdit aux pilotes d'utiliser un système d'aéronef télépiloté, sauf conformément aux instructions du constructeur. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que respectez le manuel d'utilisation et puis vous êtes en règle. Donc, les commandes d'un SATP, système aérien télépiloté, l'article 901.32, en fait, ce que ça dit, c'est que vous devez être en mesure de reprendre le contrôle de votre drone en tout temps, comme les vols, exemple les vols automatisés. Vous ne pouvez pas demander à votre drone de faire une mission et de laisser la manette à 10-15 pieds de vous. Si jamais il arrive quelque chose, vous devez être prêt à reprendre votre drone en tout temps. C'est ce que l'article 901.32 dit. L'article 901.33, décollage, lancement et approche, atterrissage et récupération. Donc, en fait, vous pouvez utiliser votre drone, en fait, s'il n'y a pas de risque de collision avec d'autres aéronefs et que l'aire de décollage et d'atterrissage convient au type de vol que vous voulez faire. Donc, ce que je vois là, c'est par exemple pour les avions, si vous avez besoin d'un aire de décollage et d'atterrissage assez grand, ben, il faut que ça soit prévu d'avance, avant le décollage. Les conditions météorologiques, conditions minimales, en fait, l'article 901.34, maintenant, c'est assez simple, ils ont simplifié ça. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des distances maximales de l'individu. Donc, le drone ne pouvait pas s'éloigner de temps. Il y avait des distances à respecter par rapport à la visibilité, par rapport aux nuages et tout ça. Il n'y a rien de ça maintenant. Tout simplement, ça dit vous devez respecter les recommandations du manufacturier. Donc, à partir du moment où vous avez un drone dont le manufacturier a dit qu'on peut aller jusqu'à -10, bien, si vous volez en respectant ça, c'est correct. Et aussi, en fait, les conditions minimales, c'est de respecter l'article 901.34b. Ils disent tout simplement qu'il faut que ce soit des vols, des règles de vol à vue. Donc, c'est-à-dire que vous ou l'observateur doivent être capables de le voir. Il n'y a plus de question de est-ce que c'est humide, est-ce que c'est sec, est-ce que c'est nuageux, pas nuageux. Vous devez être capable de le voir, puis vous devez respecter les recommandations du manufacturier. C'est la seule chose maintenant que vous devez retenir par rapport aux conditions minimales de météo. Le givrage, ça c'est curieux, ça c'est drôle. Le givrage, article 901.35. Maintenant, en fait, vous ne pouvez pas voler dans des conditions de givrage, même si les conditions sont... Il y a lieu de croire que si vous montez, exemple, dans un tel endroit, puis que vous pensez que là-haut c'est plus chaud, puis qu'il y a un risque de givrage, mais vous n'avez pas le droit d'y aller. Mais par contre, l'article 901.35 qui dit « Il est interdit à un pilote d'utiliser un SATP lorsque le givre de la glace ou de la neige adhère à une partie quelconque de l'aéronef télépiloté. » Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, on serait à défaut de cet article-là si on atterrit un drone sur la neige. Parce qu'il risque d'avoir de la neige qui va toucher aux pattes. Et puis, on serait en défaut. Je ne sais pas comment ils vont faire respecter cette loi-là, mais c'est écrit. Interdiction d'utilisation d'un véhicule, d'un navire ou d'un aéronef habité en mouvement. L'article 901.37 nous dit en fait que le pilote a le droit de piloter son appareil dans un véhicule en mouvement, mais il ne doit pas être aux commandes de cet appareil-là. Donc, il ne doit pas être en train de piloter la voiture en pilotant son drone. Par contre, s'il est dans la voiture et il pilote seulement son drone, il a le droit. Les dispositifs de vue à la première personne, ce qu'on appelle le First Person View, l'article 901.38 dit tout simplement que quand vous volez avec des lunettes FPV, vous devez voler avec un observateur qui va être en communication avec vous, qui va pouvoir vous relater les obstacles et tout ça. Donc, à partir du moment où vous avez la vue couverte, eh bien, vous n'êtes plus à même de voir l'environnement. Automatiquement, ça vous prend un observateur. Les exigences de vol de nuit, tout simplement, c'est que votre drone doit avoir des feux de position.
pour être capable de l'identifier, d'identifier la gauche et la droite et tout ça. Ils disent pas de couleur comme dans l'aviation standard rouge-vert. Ils disent tout simplement que le drone doit être capable, vous devez être capable de l'orienter. Donc, il doit avoir des feux de position. Il est interdit de piloter un drone en utilisant des lunettes de vision nocturne, à moins que celle-ci ne permette de détecter toute la lumière du spectre visible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a des lunettes de vision où est-ce que le dessus est en vision nocturne, puis vous avez des fenêtres en fait autour où est-ce que vous pouvez voir quand même. Je ne sais pas si c'est à ça qu'ils font référence, mais bref, vous pouvez pas, si vous voyez pas la lumière du jour, en fait, la lumière réelle du spectre la nuit, vous ne pouvez pas utiliser des lunettes de vision nocturne, c'est pas accepté. Plusieurs aéronefs télépilotés, en fait, cet article-là est intéressant, c'est que la technologie des drones évolue et puis il y a plein de monde qui veulent faire du drone en flotte. Donc on se dit, si à partir du moment où un drone est avantageux, imaginons maintenant qu'est-ce que ça peut être en flotte. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans le développement des flottes. Mais ici, on dit, il est interdit d'utiliser un drone simultanément, en fait plus d'un drone simultanément, à moins que le système soit conçu pour faire ça par le manufacturier et qu'il soit possible de le piloter à partir d'un seul poste. Donc c'est ça, l'article 901.40 alinéa 2. Le pilote ne peut pas utiliser plus de 5 appareils télépilotés simultanément, sauf en conformité avec un COAS. Donc, si le manufacturier a fabriqué un drone il est fait pour voler en flotte et il peut être opéré d'un seul poste, vous avez le droit d'en utiliser jusqu'à 5. Si vous voulez aller au-dessus de 5, automatiquement, vous devez demander un COAS. Et si vous n'avez pas un drone qui est prévu pour faire des vols en flotte, c'est interdit de voler avec ce genre d'appareil-là. Transfert des responsabilités, en fait, c'est tout simplement... si jamais vous paniquez, ils vous disent tout simplement que s'il y a un transfert des commandes à quelqu'un qui est à côté en disant « Oh, je panique, je te le transfère », il faut qu'il y ait une entente préalable qui ait été établie puis qu'il y ait des procédures établies entre vous deux, comment on va faire ça. Donc, pour éviter en fait qu'il y ait une perte de contrôle ou une dérive. Donc, les charges utiles. La charge utile, en fait, c'est ce qu'on transporte en dessous du drone, donc ce qui ne fait pas partie de la cellule, mais ce qu'on transporte, donc une caméra vidéo, photo, un lidar, un spectromètre, un magnétomètre, peu importe ce que vous transportez en dessous. Transport Canada ont prévu des interdictions. Donc tout ce qui va être matière explosive, corrosive, inflammable ou infectieuse, tout ce qui est armement, tout ce qui est munitions, tout ce qui est utilisation militaire en fait, et tout ce qui pourrait causer des blessures à autrui, et tout ce qui est muni, en fait, tous les vols à l'élingue. Donc, ça c'est dommage parce que tous ces vols-là vont être permis, en fait, tous ces vols-là sont interdits, sauf si on le fait par une demande de COAS. Donc, ça veut dire que les gens qui volaient, par exemple, dans le minier, c'est des vols avec un élingue et puis c'est un magnétomètre qui est suspendu en dessous. Ça veut dire que ces vols-là, dorénavant, même s'ils sont faits dans des zones, dans des classes aériennes non contrôlées, loin des foules de tout, mais quand même, ça va prendre un COAS à l'avenir pour faire ces choses-là. Donc, c'est sûr que charge utile, on ne comprend pas la batterie, parce que la batterie, c'est une matière dangereuse, mais elle fait partie de la cellule. Les charges utiles, c'est vraiment ce qui est transporté en dessous. Système d'interruption de vol, l'article 901.44. En fait, ce que ça dit, c'est que vous ne pourrez pas déclencher un système d'interruption de vol si vous mettez la vie des gens en danger ou si la sécurité aérienne est compromise. Donc, nous, ce qu'on entend par là, parce que c'est pas clarifié, donc système d'interruption de vol, il y en a plusieurs types. Là. Il y en a que ça va être tout simplement un bouton qu'on active le drone pour qu'il revienne à un endroit précis, donc ça s'appelle le Return to Home. Aussi, ça peut être un système indépendant sur une autre bande de fréquence où si on n'a plus le contrôle en 2.4 GHz avec le drone, on pourrait avoir... il y en a qui font ça, en fait, qui vont mettre un système
tout simplement on-off sur une autre bande de fréquence, souvent en 900 MHz, et on va pouvoir arrêter le drone en tout temps, donc le faire tomber. Donc ce que Transport Canada nous dit, c'est que à l'article 901.44, c'est que il va être interdit de déclencher ces systèmes-là si ça met la vie des gens en danger. Article 901.45, c'est sur les Emergency Locator Transmitters, c'est des ELT. Il est interdit aux pilotes de drones d'utiliser, de voler avec un ELT. Donc les ELT, en fait, c'est vraiment, c'est utilisé en fait dans les avions, même c'est pas tous les aéronefs habités qui ont des ELT, mais majoritairement c'est les avions habités qui ont ça. C'est que quand l'avion s'écrase, il y a une balise qui déclenche automatiquement un signal, et là c'est l'armée qui va exécuter des recherches pour vous retrouver. Donc j'essaie d'imaginer mal l'armée être demandée pour aller chercher un fantôme dans un parc, là. Donc, c'est interdit de voler avec une balise comme ça. Les transpondeurs et les équipements de transmission automatique d'altitude-pression, en fait, avec altimètre, baromètre, c'est que Transport Canada dit, c'est qu'il va être interdit d'aller voler dans des espaces aériens contrôlés où il y a l'utilisation de transpondeurs si votre drone n'est pas muni d'un transpondeur. Ça, c'est la règle de base. Par contre, l'article après, tout simplement, ils disent que la tour de contrôle peut vous autoriser à aller voler dans des zones à transpondeurs, même si votre drone n'est pas muni de transpondeurs et d'équipements de l'altitude de pression, donc des baromètres. Donc, c'est ce qui se fait tout le temps, en fait, là. Les gens qui vont voler proche des aéroports, c'est qu'ils vont suivre la procédure avec le gestionnaire de l'aéroport, mais ils ont le droit d'y pénétrer pareil, même si leur drone n'est pas muni d'un baromètre. L'article 901.46 alinéa 2 prévoit ça. Donc, ils disent que la tour de contrôle pourra utiliser le pilote à utiliser son drone, même si le drone n'est pas muni de transpondeur. Si la tour de contrôle est active, si on doit demander l'autorisation à Transport Canada. On doit demander l'autorisation à la tour de contrôle avant d'entrer dans cet espace-là, et puis que la sécurité des avions n'est pas compromise. Donc, pour résumer, vous avez le droit d'aller voler dans des classes aériennes avec transpondeur, même si votre drone n'est pas muni de transpondeur, mais vous devez communiquer avec la tour de contrôle et obtenir leur autorisation au préalable. L'utilisation devant, en fait, à un aérodrome, un aéroport ou un héliport ou dans son voisinage. Ça, il y a quelque chose de nouveau. L'article 901.47, alinéa 1, ça dit que il est interdit aux pilotes d'utiliser un aéronef télépiloté à un aérodrome ou à proximité d'un aérodrome qui va être inscrit dans le CFS, le Canadian Flight Supplement, ou en français, le supplément de vol Canada, ou le supplément hydro-aérodrome. Ces documents-là, en fait, c'est des petites bibles où est-ce que tous les aéroports et aérodromes sont documentés. Et là, ce que ça dit à ce moment-là, c'est que les aéroports qui sont non contrôlés, sont des aérodromes, il va être maintenant permis d'aller voler proche des aérodromes. Exemple, l'ancien aéroport de Mascouche était un aérodrome, mais c'était pas un aéroport, il n'y avait pas de tour de contrôle ou tout ça, c'était pas des classes aériennes contrôlées, c'était une classe G, mais il y avait un aéroport. Donc ça veut dire que cette clause-là nous permet d'aller voler proche d'un aéroport si le trafic aérien n'est pas perturbé. Donc ça veut dire que dépendamment du vent, ce que j'en comprends, c'est que dépendamment du vent, les avions vont procéder sur un circuit. Donc, si nous, on se retrouve du côté inactif de la piste, on aurait le droit d'aller voler sans communiquer avec le gestionnaire de la tour de contrôle. Moi, je le ferais pareil, personnellement, mais l'article 901.47 permet ça. Donc, ça, je pense que c'est pour copier avec les États-Unis, parce que les États-Unis ont demandé la même chose, et il y a beaucoup plus d'aéroports et d'aérodromes aux États-Unis, donc ça devenait très compliqué de respecter des distances. Donc, ils disent, à partir du moment où en fait, c'est très bien dit, en fait, de manière qui pourrait, en fait, vous n'avez pas le droit de voler d'une manière qui pourrait perturber la trajectoire d'un aéronef circulant dans le circuit de trafic établi.
Donc, ça veut dire que dépendamment des vents, les avions sur tel aérodrome, ça c'est indiqué dans le Canadian Flight Supplement, vous regardez le circuit. Donc, si vous vous trouvez du côté inactif, vous avez le droit d'aller voler sans demander l'autorisation. Comme je vous dis, moi je le ferais pareil, mais on aurait le droit à ce que j'en comprends. L'article 901.47, alinéa 2, ça dit, sous réserve de l'article 901.73, il est interdit à un pilote d'utiliser un aéronef télépiloté à une distance inférieure à 5,6 km d'un aéroport et 1,8 km d'un héliport qui est exploité simplement ou uniquement par des hélicoptères. Donc, ça commence en disant sous réserve de l'article 901.73. L'article 901.73, c'est les procédures établies entre le gestionnaire de l'aéroport ou de la tour de contrôle et vous. Donc, ce que ça dit l'article, c'est que si vous avez établi une procédure avec le gestionnaire de l'aéroport puis obtenu les autorisations, vous avez le droit d'aller voler à l'intérieur du 5.6. Mais sous réserve du 5.6, si vous n'avez pas fait ça, il est interdit d'aller voler à l'intérieur d'un rayon de 5,6 km du centre d'un héliport. Donc, si vous avez le centre d'un héliport ou du centre d'un aéroport, donc si vous avez, certains aéroports sont en croisée comme ça, c'est vraiment le centre. Ou si vous avez une seule piste, c'est le centre de la piste et non pas le centre du terrain ou de la zone aéroportuaire, c'est vraiment le centre de la piste. 901.47 alinéa 3, c'est la même chose que ça dit. Ça dit qu'en fait, on doit rester à 5,6 km des aéroports militaires. Donc, on peut entrer avec les aéroports militaires, mais contrairement à ce que je viens de vous dire tantôt, si on contacte les gestionnaires de l'aéroport qui n'est pas militaire, on peut s'entendre avec eux. Si c'est un aéroport militaire, si on veut rentrer à l'intérieur du 5,6 km, à ce moment-là, il faut faire une demande de COAS. Les dossiers maintenant, l'article 901.48, ça c'est quelque chose, j'ai hâte de voir comment les gens vont réagir parce que ça veut dire, ça demande à n'importe qui pilote un drone de 250 grammes et plus au Canada de tenir à jour des dossiers, donc le logbook du pilote, qui est le nom du pilote, les membres de l'équipage s'il y avait d'autres personnes, les temps de vol ou les temps de chaque série de vols. Donc, ils se disent, si vous faites 14 vols pour un travail, mais vous allez loguer dans votre logbook un nombre d'heures qui correspond aux 14 heures que vous, en fait, 14 vols que vous venez de faire dans la journée. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire chaque entrée vol par vol, mais vous pouvez le faire pour des séries de vols. Mais ça veut dire que ça prend un logbook pour le pilote et ça prend des dossiers techniques pour le drone. Donc, les dossiers techniques, c'est quoi? C'est un document qui, normalement, peut être fourni par le manufacturier ou non. Sinon, si vous n'avez pas les compagnies comme VIP Pilot, si vous regardez sur Google VIP Pilot pour vous demander des documents techniques, des livres techniques pour des appareils, vous pouvez en avoir en blanc, vous pouvez vous les commander. C'est juste un registre qui va contenir toutes les modifications et les entretiens que vous avez faits sur vos appareils aux heures, les dates que vous les avez faites, est-ce que vous avez changé des pièces, les pièces qui ont été changées, pourquoi, les numéros de série des nouvelles pièces, le nom de la personne qui l'a fait. Ça donne une traçabilité à l'appareil et ça permet d'avoir un maintien de la navigabilité de l'appareil un peu plus sûr. Donc, ce que Transport Canada nous dit, c'est que dorénavant, si vous pilotez un drone de plus de 250 grammes, vous devez tenir à jour des dossiers techniques comme ça. Et si vous vendez votre appareil, les dossiers techniques vont suivre l'appareil. Donc, quelqu'un qui achète un appareil qui n'a pas de livre technique, automatiquement, si c'est comme dans l'aviation, l'avion vaut moins cher s'il n'y a pas de livre technique parce que c'est demandé par les autorités. Puis si tu ne peux pas le prouver, ben c'est toi qui es propriétaire d'un avion que tu ne peux pas prouver que tout le maintien de la navigabilité. Ça va être la même chose pour les drones. Donc ça, je trouve ça assez... j'ai pas l'impression que tout le monde va faire ça. Pour l'instant, en fait, c'est comme ça. Et ils demandent de garder vos logbooks pendant 1 année et puis vos livres techniques pendant 2 ans. Donc, voilà, ça va être comme ça.
Les mesures relatives aux incidents, aux accidents, Transport Canada vous dit, à partir du moment où il y a tel événement se produit, vous devez en fait stopper de voler. Et dès qu'il y a un incident qui se produit, et jusqu'à ce que vous ayez fait une analyse de ce qui est arrivé. Donc souvent, on va sortir ce qu'on appelle les logs des appareils, ils vont analyser, bon, il y a eu un problème de baromètre, il y a eu ci, il y a eu ça, c'est ça qui a causé l'accident. Transport Canada vont vous demander de stopper l'appareil à partir du moment où est-ce qu'il y a un incident qui arrive. Les incidents sont catégorisés comme suit. Toute blessure nécessitant des soins médicaux. Si le drone a engendré en fait un contact avec un autre aéronef ou des personnes. S'il y a eu des dommages imprévus à la cellule, au poste de contrôle ou à la charge utile. De sorte que, exemple, toute sortie de l'aéronef d'une zone, une limite horizontale. Exemple, vous avez prévu d'amener votre drone à 100 pieds, même vous l'avez programmé pour pas qu'il dépasse 100 pieds, il dépasse 100 pieds. Transport Canada vous dit à ce moment-là que vous devez tout de suite stopper et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, vous devez garder la trace de vos analyses de ce qui s'est passé, donc de toutes les anomalies que je viens de vous dire. Vous devez garder la trace pendant une période de 12 mois. Donc, c'est à ce moment-là, si Transport Canada vous le demande, vous allez l'avoir. En fait, vous n'êtes pas tenu de rapporter ces incidents-là, comme c'était le cas avant, et puis comme j'aurais pensé. Mais non, en fait, Transport Canada, ils disent, même s'il y a des blessés, tout ça, vous devez en tenir la trace. Si Transport Canada vous le demande, dans les prochains 12 mois, vous devez être capable de leur montrer. Donc, les opérations de base. L'application, en fait, c'est curieux ça, l'article 901.53, la présente section s'applique à l'égard de l'utilisation des systèmes aéronefs télépilotés qui comprennent un petit aéronef télépiloté et qui ne sont pas destinés aux opérations avancées. Donc, les opérations de base, c'est pas des opérations avancées. C'est comme ça qu'ils le décrivent. Donc, ça fait abstraction de tout ce qui est classe aérienne contrôlée. Donc, les opérations de base, c'est des opérations qui sont tenues à l'extérieur des classes aériennes contrôlées, donc dans ce qu'on appelle dans les espaces aériens non contrôlés ou des classes G, qu'on appelle. Et que, exemple, vous allez pouvoir continuer à utiliser des drones qui sont non conformes dans ces zones-là, mais vous allez devoir respecter 100 pieds de distance par rapport aux personnes. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les opérations de base. À l'extérieur des classes aériennes contrôlées et à plus de 100 pieds des personnes. Donc, pour obtenir ce permis-là, en fait, l'article 901.54, c'est les exigences relatives aux pilotes. Donc, les gens ne pourront pas piloter un drone de plus de 250 grammes au Canada avec les opérations de base, là, ce qu'on appelle avec la certification de base. Il va falloir avoir 14 ans et plus. Il va falloir en fait être détenteur d'un permis de pilote de base ou d'avancée. Donc, les gens qui vont avoir la notation avancée vont pouvoir faire des opérations de base, mais ceux qui l'ont avancé pourront pas faire, en fait, ceux qui ont un certificat de base pourront pas faire des opérations avancées. Il va falloir avoir 14 ans. Sauf si le requis de 14 ans, en fait, si la personne veut passer son examen avant 14 ans, il n'y a pas de problème, mais elle ne pourra pas opérer son drone seule avant 14 ans pour des opérations de base, sauf si elle est accompagnée d'une personne qui a 14 ans et plus et qui possède le permis nécessaire pour voler à l'endroit où vous allez voler. Donc, une personne de 14 ans et moins peut voler avec une personne de 14 ans et plus si cette personne-là a le certificat de base ou le certificat avancé, bien entendu. Donc, l'article 901.55 dit, en fait, c'est la délivrance du certificat de pilote. Ils ont appelé ça un certificat de pilote petit aéronef télépiloté, entre parenthèses, VLOS, Visual Line of Sight, donc en visuel, opération de base. Et pour ça, en fait, la manière qu'il faut que vous procédiez, c'est l'article 901.55, c'est que le ministre va vous accorder ce certificat-là si vous en faites la demande. Donc, vous allez sur le portail, vous allez vous créer un nom.
à vous, qui vont vous donner un numéro unique. Donc là, vous allez avoir votre profil sur le portail de Transport Canada. Après ça, vous allez tout simplement cliquer sur l'examen de base ou avancé. Et là, on parle de base, donc vous allez cliquer sur de base. Et vous allez réussir l'examen. Au moment où ils vont, vous allez réussir, ils vont vous donner un numéro de réussite. Et là, à ce moment-là, votre profil va être admissible à ce que vous fassiez une demande sur le portail pour obtenir votre certificat. Et donc, pour passer l'examen, en fait, la délivrance, en fait, comme je vous disais, pour obtenir le certificat, il faut être âgé de 14 ans et plus. Il faut avoir réussi l'examen à 65% taux de réussite. C'est un examen de 90 minutes et il y a 35 questions. Donc, en fait, il y a plusieurs personnes sérieuses qui nous ont rapporté beaucoup d'erreurs dans ces examens-là. Donc, on va s'attendre, j'imagine, qu'il y ait des modifications qui soient faites par Transport Canada. Mais c'est ça, apparemment, il y a beaucoup d'erreurs. Apparemment, il y a des questions qui ne sont pas des questions. Apparemment, qu'il y a des questions dont la vraie réponse ne se trouve pas dans les choix de réponse. Ça devrait être modifié. Il y a un article, en fait, qui pourra en choquer certains ou faire plaisir à d'autres. Bref, l'article 901.56, qui est la mise à jour des connaissances. C'est tel que c'est écrit, quelqu'un qui suit en fait une formation ou non, mais qui obtient son certificat d'opération de base, doit obtenir une validation des compétences à chaque 2 ans. Et là, de la manière que Transport Canada l'ont demandé, c'est tout simplement que la personne va avoir le choix entre soit repasser un examen de Transport Canada, soit subir une autre évaluation des compétences, donc avec un évaluateur en vol, donc la portion au sol, des analyses de risque, puis tout ça, comme je vous disais tantôt, et de procéder à un test en vol, ou il y a une norme 921 qui est sortie dernièrement, que je vous invite à aller voir. Vous pouvez la trouver, en fait, sur le site Internet de Transport Canada. Si vous tapez Transport Canada, drone sécurité, vous arrivez sur ce site-là. La norme 921, elle est là. Et donc, la norme 921 prévoit que pour le maintien des mises à jour des compétences, à chaque 2 ans, les personnes pourraient assister à des séminaires ou des choses comme ça qui seraient admissibles, en fait, pour la validation du maintien des compétences. Et ils vous demandent si vous faites une formation additionnelle, si vous, ou si vous faites un séminaire, gardez les preuves avec vous pendant 24 mois. Donc, ça veut dire que, bon, une fois que vous avez eu votre certificat, la date de péremption de votre certificat serait aux 2 ans. Puis là, ils vous demandent soit de repasser l'examen, soit de revalider avec l'évaluateur au sol, ou même d'aller faire des séminaires. Mais ils disent garder avec vous. Donc, dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est imprimez-vous-en une copie, puis laissez-les dans votre boîte où vous mettez votre appareil, puis vous l'aurez toujours avec vous. Donc, justement, l'accessibilité au certificat et au relevé, l'article 901.57, lorsque vous pilotez votre drone, vous devez avoir à votre disposition le certificat de pilote qui va être délivré par Transport Canada si vous réussissez l'examen de base et que vous en faites la demande sur le portail. Et les documents démontrant que vous avez respecté le maintien des compétences, donc comme je vous disais tantôt, si vous avez assisté à un séminaire ou des choses comme ça, ou si vous avez refait des tests en vol, ben en fait à ce moment-là, il devrait avoir un document qui va vous être remis parce que vous devez le garder, ce document-là, pour certifier que vous avez maintenu vos compétences de pilote. Les règles relatives, après ça, les règles relatives aux examens 901.58, vous n'avez pas le droit de copier. Ils l'ont dit. Donc, il y a des gens, en fait, qui vont peut-être vous offrir de vous assister dans les examens de Transport Canada parce que c'est en ligne. Il y a une clause là-dessus comme quoi que vous n'avez pas le droit. Et si jamais vous échouez l'examen en ligne, vous n'avez pas le droit de le reprendre avant un délai de 24 heures. Donc, dans le fond, la même heure, le lendemain, vous êtes admissible à repasser l'examen. Section 5, opération avancée. L'article 902.61. Courage, il n'en reste pas beaucoup. Les opérations avancées, en fait, c'est tout ce qui n'est pas de base. Donc, les opérations de base, c'est quand vous allez voler dans une classe aérienne non contrôlée et que votre drone respecte une distance de 100 pieds. Si vous voulez excéder ou, en fait,
surpasser ces privilèges de la licence de base, vous avez besoin de passer l'examen avancé si vous voulez aller voler dans une classe aérienne contrôlée. Si votre drone, Transport Canada, en fait, ils ont fait une petite nuance. Ils ont fait la distinction. Vous voulez vous rapprocher de moins de 100 pieds des gens, vous pouvez le faire en fait en deux zones. Il va y avoir une zone de 100 pieds jusqu'à 16 pieds, donc de 30 mètres à 5 mètres. Et il va y avoir une particularité en fait ou un avantage pour les gens qui pilotent un drone dont le manufacturier a déclaré la conformité comme quoi que le drone était apte à aller voler au-dessus des gens. Seulement ces gens-là vont pouvoir aller voler à moins de 5 mètres des gens. Donc, ils ont comme fait une distinction entre le premier 100 pieds, c'est-à-dire un drone non conforme, on respecte le 100 pieds. Un drone conforme, là, il y a des drones conformes qui vont avoir simplement déclaré la conformité pour aller voler dans des classes aériennes contrôlées. Vous allez pouvoir piloter de 100 pieds à 16 pieds. Et si le manufacturier a en plus déclaré la conformité, non seulement à la classe aérienne, mais aussi pour aller voler au-dessus des gens, là, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller voler au-dessus des gens. Donc, c'est les trois scénarios que Transport Canada ont mentionnés. Et le dernier scénario, le quatrième, c'est que dans les opérations de base, vous devez respecter 5,6 km des aéroports, à moins que vous ayez l'autorisation des aérodromes et non pas des aéroports. Mais là, si vous allez voler à moins de 5,6 km des aéroports ou à moins de 1,8 km des héliports, à ce moment-là, vous allez avoir besoin de la notation avancée aussi. L'article 901.63, en fait, c'est la même chose que pour celui de base. Le ministre, en fait, va vous délivrer une licence si vous avez 16 ans et plus. Tantôt, c'était 14 ans et plus pour les opérations de base. Là, maintenant, pour les opérations avancées, c'est 16 ans et plus. Et pour opérer un drone dans des classes aériennes contrôlées ou à moins de 100 pieds, il faut être titulaire du certificat avancé. Donc, ça veut dire avoir réussi l'examen en ligne et avoir passé la validation des compétences au sol. Ils font une exception ici au paragraphe 901.63. Si vous avez un enfant, en fait, un jeune ou en fait une personne de moins de 16 ans va pouvoir aller voler en ville, en fait, dans des classes aériennes contrôlées ou à moins de 100 pieds d'une personne, si elle est supervisée par une personne qui, elle, a 16 ans et plus et qui est détenteur du permis valide. Une autre exception qu'ils ont fait à la règle, ils vont permettre aux gens de moins de 16 ans de passer leur test en ligne. Ils vont permettre aux gens de moins de 16 ans de passer des révisions en vol. Par contre, c'est comme, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire avec ça, parce que la personne ne pourra pas de toute façon exploiter son drone. Mais qu'en fait, c'est comme s'ils permettaient aux jeunes de moins de 16 ans de finir leur licence, d'aller exploiter en ville et d'être supervisés par une personne de plus de 16 ans. Là, ça fait du sens, en fait. C'est comme, dans le fond, si on nous permettait de passer notre permis de conduire avant 16 ans pour aller conduire à Montréal, si on a une personne qui est accompagnée de 16 ans et plus. On est accompagné d'une personne de 16 ans et plus et qui, elle, est détenteur d'un permis valide. Donc, c'est ça qui permet, en fait, là, pour les jeunes. Je trouve ça très bien parce que les jeunes adorent les drones. Donc, ils ont déjà prévu une chose comme ça. C'est-à-dire que, je récapitule, une personne de moins de 16 ans va pouvoir passer son test en ligne, passer sa révision en vol. C'est une exemption, en fait, à la règle. Mais pouvoir voler seule qu'après 16 ans, mais elle va pouvoir voler en ville dans des classes aériennes contrôlées avant 16 ans si elle est supervisée par une personne qui a plus de 16 ans et qui est détenteur du permis valide. Même chose, en fait, le certificat de l'article 901.64, ça dit tout simplement que le ministre va vous accorder un certificat si vous avez 16 ans et plus. Si vous avez 80%, le taux de réussite, c'est 80%. Et que, en fait, l'examen comme tel, c'est 50 questions et 60 minutes pour y répondre. Et il faut avoir, en fait, une fois que vous allez réussir votre examen sur le portail, ce qui va arriver, c'est que vous avez toujours votre numéro de base, qui est votre numéro unique
que le portail vous a donné quand vous avez enregistré votre nom. Quand vous allez cliquer l'examen avancé, si vous réussissez, le portail va vous émettre un numéro comme tel. Donc, ces numéros-là, vous les gardez, vous appelez une école qui est autorisée par Transport Canada de donner les évaluateurs en vol. Et puis, l'évaluateur, en fait, va simuler une mission, comme on disait tantôt, et cette mission-là devra décrire, en fait, une multitude de choses. Là, on est à l'article 901.64. Donc, non seulement vous allez devoir réussir l'examen en ligne, mais vous allez devoir réussir, en fait, ce qu'on appelle le processus de repérage des lieux. Tantôt, on en parlait tantôt, l'examen des lieux. Ils vont le demander. Ils vont vouloir vous tester, en fait, des procédures d'urgence. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez déjà des procédures en tête si vous perdez la liaison? Comment vous informez les gens de Transport Canada si jamais il y a un incident? Comment vous faites votre vérification avant le vol et tout ça? Donc, les capacités de contourner des obstacles, les capacités de reconnaître des distances, effectuer des atterrissages contrôlés, tourner autour d'un point fixe, ce sont tous des notions qui vont être évaluées avec l'évaluateur en vol, donc au sol. Et on est à l'article 901.65. L'article 901.65, c'est la même chose que pour les pilotes qui ont la licence de base. C'est que Transport Canada va vous permettre de garder vos privilèges si vous avez... donc, exemple, vous faites votre examen de base, vous êtes détenteur, Transport Canada vous émet une licence, en fait, un certificat de pilote avec la notation avancée. Dans les 2 ans qui vont suivre, vous devez soit repasser un examen, en fait aux 2 ans, parce que c'est aux 24 mois, soit repasser l'examen, soit refaire une révision de vol, ou selon la norme 921, ils vont prévoir des séminaires où les gens vont devoir assister. Et donc, si elles gardent ou ils gardent la preuve comme quoi ils ont suivi ces formations-là, ou qu'ils gardent la preuve qu'ils ont suivi la révision de vol, ou qu'ils gardent la preuve qu'ils ont passé le test, ont refait le test en ligne, à ce moment-là, Transport Canada vont pouvoir poursuivre de 2 ans en 2 ans. C'est comme s'il y a une validation des compétences de 2 ans en 2 ans. Puis ça, c'est la même chose que vous le fassiez pour la formation, pour l'examen de base ou l'examen avancé. Donc, lorsque l'article, en fait, 901.66 dit simplement que quand vous utilisez votre drone, vous devez avoir sur vous votre certificat de pilote. Et la même chose que pour les opérations de base, vous devez avoir, en fait, si ça fait plus de 2 ans initial que vous avez eu votre permis, donc ça veut dire que vous avez dû conserver, en fait, une trace comme quoi vous avez fait la mise à jour des compétences. Donc, en fait, je dis la même chose que tantôt, c'est que, en fait, imprimez-les et gardez-les dans votre casing pour le drone. Donc, l'article 901.67, en fait, c'est la même chose. En fait, vous n'avez pas le droit de copier aux examens et tout ça. Ils l'ont repris là. La reprise des examens, même chose. En fait, vous avez 24 heures. Donc, si vous échouez l'examen avancé, vous allez avoir 24 heures. Ça, c'est l'article 901.68. La déclaration des constructeurs, en fait, là, on change de domaine. On est dans la déclaration des constructeurs. Je vais vous résumer, en fait, on n'est plus dans la formation pour les pilotes. Là, on est vraiment dans la déclaration des constructeurs, mais je trouve que ça vaut la peine quand même de l'expliquer. C'est que Transport Canada, en fait, de la manière qu'ils ont prévu le coup, Transport Canada avait déjà annoncé dans un document qui s'appelait le IP 623, que vous pouvez trouver en ligne. En fait, si vous tapez IP 623, vous allez le trouver. Ça veut dire instruction au personnel. Donc, c'est des instructions de la haute direction de Transport Canada qui informent leur personnel sur différentes choses pour les drones. Et il y avait une annexe qui était prévue, l'annexe C, qui mentionnait les normes de conformité. Donc, pour définir qu'est-ce qui est un drone conforme et un drone non conforme, un drone conforme, c'est un drone qui, selon l'annexe C, qui respecte des normes de conception puis de fabrication reconnues au Canada et dont le manufacturier est obligé d'avoir fait des tests et qui valide à Transport Canada et qui certifie comme quoi que son drone respecte ces normes-là.
Et il se porte garant en fait en responsabilité civile aussi parce que il donne un manuel de maintenance, il donne tout à l'utilisateur, et un utilisateur qui fait sa maintenance correctement pourrait nécessairement poursuivre un manufacturier comme ça qui respecterait pas ou s'il y avait une défaillance technique ou ainsi de suite. Il est supposé avoir fait les tests pour et il déclare la conformité chez Transport Canada. Donc, c'est un saut additionnel de sécurité. Ce qui est arrivé avec la problématique qui est arrivée, c'est que les drones qui se sont considérés, en fait, qui ont fait de la déclaration de conformité selon l'annexé de l'IP 623, l'ont fait, en fait, selon ces standards-là. Et ces standards-là donnent des drones qui sont encore aujourd'hui très chers. Ce que Transport Canada ont fait pour pas ralentir, j'imagine, l'économie, parce que c'est pas le mandat de Transport Canada de ralentir l'économie, puis du jour au lendemain d'exiger à tout le monde de se munir d'un drone à 10 000 $. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prévu une norme, ce qu'ils appellent la norme 922, qui décrit les critères de conformité amoindris. En fait, moi, ce que je comprends, ce qu'on pense chez Exodrone, c'est que les critères de conformité de l'annexé vont rester, mais peut-être plus pour les drones hors de portée visuelle, en tout cas avec un niveau de risque plus élevé. Là, pour l'instant, ils ont amoindri le tout. Ils ont fait la norme 922. Et la norme 922, en fait, va qualifier des drones en deux sections. C'est-à-dire qu'il va y avoir de la certification. En fait, le manufacturier va devoir déclarer à Transport Canada une déclaration de sécurité, une assurance de sécurité. Ils l'ont appelé comme ça, au lieu de drone conforme. Et l'assurance de sécurité, il va y avoir deux types. Il va y avoir une première type, c'est-à-dire que le manufacturier va devoir déclarer comme quoi que son drone est conforme à la norme 922 et qu'il peut aller voler dans des classes aériennes contrôlées, et il peut aller voler aussi, c'est un choix, au-dessus des gens. Donc, dépendamment que si le manufacturier, exemple DJI, la compagnie DJI respecte, la majorité des produits DJI respectent déjà la norme 922. Par contre, le produit comme tel n'a pas été déclaré conforme. Donc, probablement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les mêmes produits, ils vont les redéclarer conformes. Ce n'est que la précision du GPS, en fait, par rapport à la norme 922. Les manufacturiers qui vont pouvoir déclarer la conformité de leur drone pour aller voler dans des classes aériennes contrôlées, ce n'est que la précision du GPS, et les produits DJI respectent ça présentement. Donc, ça veut dire que les produits DJI devront faire une certification. J'ai l'impression qu'ils vont le faire assez rapidement, comme quoi que leurs produits respectent la norme 922. Et là, les produits DJI pourront à ce moment-là aller voler dans des classes aériennes contrôlées. Mais j'ai l'impression que ça va être un nouveau produit, pas les produits qui existent présentement. La seule raison pour laquelle je pense ça, c'est que Transport Canada impose des manuels de maintenance, des guides de procédure, et ainsi de suite. C'était des manuels qui n'étaient pas fournis avec les drones d'aujourd'hui. Donc, ça va être le même drone, mais ils vont ajouter certains dossiers qui Transport Canada maintenant les demandent. Donc, ils vont probablement faire des modèles avec un petit C pour conforme. Et puis, ils vont demander quelques centaines de dollars de plus, mais les produits respectent déjà la norme 922 par rapport aux classes aériennes conformes. Par contre, les produits, si vous voulez aller voler à l'intérieur, donc rentrer au-dessus des foules, là, à ce moment-là, les produits qui ont été déclarés conformes avant le 1er avril qui s'en vient, donc selon l'annexe C de l'IP 623, ces produits-là vont avoir une clause grand-père, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir continuer à être utilisés dans des classes aériennes contrôlées, mais vont devoir rester à plus de 5 mètres des humains parce que il n'y a pas spécifiquement des tests ou il n'y a pas vraiment spécifiquement une validation dans la déclaration de sécurité qui dit que les tests ont été faits pour aller voler au-dessus des foules. Donc, il va y avoir une restriction pour ces gens-là. Puis après le 1er juin, il va y avoir deux types de conformité à la norme 922. Ceux qui vont avoir seulement la classe aérienne pour aller voler dans des classes aériennes contrôlées. Puis il va y avoir ceux aussi qui vont avoir l'extra pour aller voler au-dessus des gens. Donc, c'est principalement ça. L'article 901.71 détermine, quand vous allez avoir un drone conforme, vous allez vouloir aller voler dans un espace aérien contrôlé, quels vont être, là, il y a une série de documentation là-dessus, je vous invite à aller les voir.
quelles vont être les informations que vous allez devoir transférer à la tour de contrôle. On y arrive, on y est presque. Je pense que c'est la dernière page. Oui, ça c'est un cas particulier, l'article 901.71. Donc 901.71 alinéa 2. Malgré les limitations, en fait, normalement de 400 pieds, donc de l'article 901.25 qui donne les altitudes maximales, malgré cette limitation-là, si vous allez voler dans une zone, dans une classe aérienne contrôlée et que vous avez un contact avec la tour de contrôle, la tour de contrôle pourrait vous autoriser à aller voler à 1000 pieds, 1500 pieds. Donc, c'est tout simplement, si la tour de contrôle vous donne l'autorisation, puis vous avez un drone qui a eu la certification pour aller voler, pas la certification, mais dont le manufacturier a déclaré la conformité pour aller voler dans les classes aériennes, ça va être indiqué sur votre certificat d'immatriculation que votre drone a cette capacité-là. À ce moment-là, vous allez pouvoir aller voler plus haut si c'est en relation ou en collaboration avec les gens de la tour de contrôle. Et la dernière, en fait, 901.71, dit tout simplement que vous devez vous conformer aux instructions de la tour de contrôle, comme les aéronefs standards. Donc, la section 6, en fait, c'est des exigences par rapport aux constructeurs. Donc, je pense que là, on sort des domaines qui nous intéressent. Là, ça, c'est vraiment une section par rapport aux constructeurs. Mais, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Ça a été une longue vidéo à faire, mais j'espère que ça vous a aidé à un peu mieux comprendre. Écoutez, si vous avez jamais, il vous reste des questions qui sont sans réponse, en fait, sachez qu'on va faire un Facebook Live sur la page d'Exodrone le jeudi 24 à 19h le soir. Donc, on vous invite à venir nous rencontrer. Si jamais il y a quelque chose, informez-vous, restez informés sur les forums. Il y a plusieurs forums maintenant qui parlent de drones. Restez informés des dernières nouvelles. Je ne pense pas que Transport Canada vont faire d'autres documents. Je pense qu'ils vont mettre celui-là en application et ils vont voir le temps passer, peut-être une année, puis ils vont faire des corrections si c'est le cas après. Ils vont peut-être faire des modifications dans les examens parce que ça a l'air que les examens, il y a des erreurs. Mais bref, je pense qu'on va devoir vivre avec ce cadre réglementaire-là pendant encore une année au moins. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Bienvenue. Bye bye.